On n'est pas là pour des postes, on n'est pas là pour un pouvoir, on n'est pas là pour des intérêts privés. On est là que pour faire avancer notre ville. Ça, je voulais que vous le sachiez. Pour l'instant, il n'y a rien qui est défini. Si on passe, c'est le conseil municipal qui décidera. Voilà, avec une élection. Depuis bientôt 1 an que nous travaillons ensemble, Ali Torchi a toujours tenu ses engagements, avec discernement. Il a une capacité à écouter, à fédérer et à déléguer. Surtout. Il n'hésite pas à s'entourer des personnes compétentes, sans un ego surdimensionné. Quand il ne sait pas faire, il demande à quelqu'un s'il sait faire, et il écoute. Imaginez un peu, parti de rien il y a 1 an, le chemin que nous avons parcouru. Qui est capable de rassembler autant en si peu de temps? Jusqu'à maintenant, Ali a toujours mis son équipe en avant. Oui, c'est une équipe que vous avez vue au travail devant vous. Et oui, nous avons tous décidé d'être avec vous jusqu'à dimanche. C'est unanime, c'est nous qui l'avons choisi. N'est-ce pas cela la démocratie, le respect de ses électeurs? Nous sommes fiers et nous n'avons pas à rougir des valeurs que nous portons aux côtés d'Ali Torchi. On assume chacun, tous, individuellement, avec lui, la décision prise. Au nom de l'équipe ici présente, je veux remercier notre capitaine, puisqu'il parle d'équipe, Ali Torchi, pour nous avoir guidés dans cette belle aventure et pour notre ville. Alors merci Ali, merci encore pour la confiance que tu nous as témoignée, que tu nous témoignes encore. Excusez-moi. Merci de votre présence. Et ces jours-là ont été un petit peu délicats pour tout le monde. Et je pense également pour vous, également Lucquois. Je vais commencer par remercier tous ceux qui ont voté pour nous, qui ont fait confiance. Je crois que c'est plus simple en le prenant. C'était très compliqué, politiquement, de se positionner. Pas parce que nous ne savons pas où nous allons, c'est parce que nous avons un maire sortant qui ne sait pas où il va. Donc, les explications. Pourquoi nous sommes là encore? Et pourquoi nous restons au 2e tour? Nous avons une ligne de conduite. On avait dit que si on terminait 3e, on se maintenait. Nous avons terminé 4e à quelques voix près. C'est comme ça, c'est la démocratie, même si c'est pas... Il n'y a pas d'écart très important, même si ça avait été 10 voix, on ne va pas se maintenir. Le vote a désavoué le maire sortant. 17% pour un maire sortant, vous avouez que c'est du presque jamais vu. Donc mardi, malgré notre volonté, parce que nous avons des personnes ici qui sont très responsables, compétentes, qui ont voulu justement continuer et porter notre projet jusqu'au bout, parce que la seule chose qui intéresse et qui devrait intéresser les Lucquois, c'est le projet que l'on porte et rien d'autre. Mardi, donc je suis allé voir M. Ronfast, M. Durbeck, il y avait un autre coulistier également, avec Bruno et M. Achaoui, pour lui dire que nous retirons la liste s'il continuait. Pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas du FN et on ne veut pas également de cette droite affairiste. Ils ont été étonnés qu'on ne s'accroche pas éventuellement au poste. Parce qu'ils ont proposé des postes, de mixer les listes. Nous avons refusé parce que nous nous sommes engagés auprès de vous, nous l'avons écrit, qu'il n'y aura pas de tractation politique entre les 2 tours. Nous avons tenu nos engagements et je vous garantis qu'ils ont insisté lourdement pour qu'on puisse mélanger les équipes.
Je lui ai clairement dit, monsieur le maire, sortant, qu'il est désavoué. C'est pas parce qu'on va se retirer qu'il va avoir plus de votes. Il est désavoué. Sur ce, on repart, donc, avec une position prise, on se retire, mardi matin. On me téléphone dans la matinée, monsieur Durbec, pour nous dire, apparemment il y a eu des dissensions dans leur groupe, pour changer, pour nous dire qu'il se retire. Que faisons-nous? Cohérent, on inscrit notre liste pour le deuxième tour et on active justement l'impression des bulletins de vote et de la profession de foi. Donc l'après-midi se passe normalement. À 17h30, on m'informe qu'un colistier d'Eurofast a pris la moto. Et, juste pour petite parenthèse pour vous sachiez le contexte, à 18h les bureaux ferment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se présenter au-delà de 18h. Donc ce colistier part en moto au dernier moment pour inscrire la liste de M. Eurofast, sans avoir consulté ses propres colistiers. Ce qui est honteux. Il a fait ça en catimini. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quelles sont les explications? C'est dur là, on est dans l'irrationnel, c'est pas évident. Mais monsieur Lain qui l'a vu dans l'après-midi, c'est tout ce qu'on sait. Ensuite, il est allé au service technique et quelques personnes ont décidé qu'il fallait présenter la liste. Donc vous imaginez qu'à 17h30, on n'a pas le temps, nous, d'enlever la liste. Il est arrivé à 17h50 en sous-préfecture d'Arguignan. Et je vous dis même une petite anecdote. La personne qui a reçu le colistier lui a posé la question. Vous êtes sûr que vous voulez vous présenter? Il y avait quand même quelqu'un de lucide, même s'il n'est pas du Luc. Donc sur cet entretien du mardi matin, on apprend par M. Eurofast, Henri Canan. C'est une anecdote mais qui a son importance et qui va expliquer aussi pourquoi on s'est maintenu. On apprend que la SAGEP, l'aménageur en centre-ville, qui est grassement payé à coût de millions d'euros, est un leurre électoral. C'est du flanc. Le but était d'obtenir vos votes, puisqu'il s'est lamentablement planté sur la rénovation du centre-ville. Qu'est-ce qui a sorti d'un coup? C'est un réaménagement qui va transformer le centre-ville. On l'a dénoncé, on était les seuls à le dénoncer. Que c'était justement pas une réalité. Pas les seuls. Parce que l'ancien maire, M. Morel, l'avait également dénoncé. Nous n'avons pas l'argent pour financer tout ça. Entre-temps, on apprend, mais ça je le savais déjà, que la chef de la politique de la ville, qui est dans l'équipe de M. Lain, a fait venir cette entreprise. On apprend également, et Céline vous l'expliquera peut-être mieux que moi, que le patron de la SAGEP est un ami de M. Lain. On ne veut pas tomber dans l'affairisme au Luc. C'est pour ça qu'on se positionne. S'il y a 3 listes, on se positionne contre ça. Regardez l'état du Luc. Comparé à Bidauban. Comparé aux autres villages. Et vous l'avez l'explication, elle est là l'explication. C'est que certains n'aident pas la collectivité. Certains ne pensent qu'à leur profit et leurs intérêts. Et c'est ça qu'on veut combattre. Nous, on est dans notre ligne de conduite, on est là pour proposer un projet, et c'est tout ce qui nous intéresse. Alors nous avons le choix entre le Front National, on va être rationnel. Allez, oublions les étiquettes. Le Front National, c'est une équipe, on va regarder leur projet, qui ne fait pas peur, et qui pour moi est, d'un certain côté, irréalisable. Et surtout, on va regarder aussi les personnes qui les conduisent, qui vont conduire ce projet. On peut comparer les compétences.
avec notre équipe. C'est les seuls qui nous ont suivis sur la présentation de leurs élus par compétences. Vous savez maintenant, au Front National également, qui va s'occuper de la culture, des associations, etc. Monsieur Lain, lui, il n'a pas daigné le faire. Pourquoi? Il a peur de la comparaison. Vous savez, dans l'équipe de Monsieur Lain, qui va faire quoi? Est-ce qu'il y en a un dans la salle qui peut me le dire? Non. Est-ce que vous avez retenu beaucoup de choses du programme de Monsieur Lain? C'est éloquent. C'est éloquent. C'est du vent. C'est du vent. On est là justement pour prendre la ville pour leur profit personnel et c'est tout. Alors c'est sûr qu'il est bon en communication, meilleur que moi en communication. Mais là on n'est pas dans une démarche commerciale encore une fois. Il fait des shows à l'américaine, il fait venir ses copains, des groupes de pression, des villages voisins pour remplir la salle. On voit des canetois, on voit des fanfaronnés remplir la salle. Nous on l'a rempli sans faire venir des gens extérieurs. Et des Lucois, et seulement des Lucois. Pourquoi également on s'oppose à cette droite affairiste? Je vous l'ai dit par rapport à la CEGEP, mais également quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Depuis 1995, je m'investis pour les jeunes, pour notre jeunesse, pour ma ville. De façon bénévole en tant qu'élu, et je le ferai encore, même demain, quoi qu'il se passe, je le ferai encore. Parce que j'ai mes enfants maintenant, aussi, donc encore plus maintenant. On l'a dit, je ne sais pas si c'est passé, mais je l'ai dit la semaine dernière, cette droite-là veut se débarrasser du service jeunesse, qui encadre nos enfants, avec le périscolaire, qui encadre nos enfants pendant les vacances, en déléguant à la communauté de communes. Donc on ne s'occupe même pas du rythme scolaire, on ne s'en occupe pas, c'est un problème, allez, on l'évacue. Alors que veut-il faire? Est-ce qu'il veut réellement retrousser ses manches et travailler? Non, on évacue les problématiques et on va s'occuper des affaires de certaines personnes. Voilà pourquoi nous nous maintenons, c'est une triangulaire. Pour le rebondissement de M. le maire, parce que c'est pas fini, le feuilleton continue. C'est pire que les feux de l'amour maintenant, c'est les Dallas, il y a tout en même temps. Alors aujourd'hui, j'ai eu M. Durbeck, les employés le savaient avant moi, qui me dit le maire se retire à 12h30, je le vois. Là j'apprends qu'il a tracté aux écoles pour dire votez pour nous. C'est compliqué, hein, même pour moi, je vous assure. Ensuite, ils sont en ce moment même en train de décider s'ils vont continuer ou pas. Apparemment, il va y avoir une annonce à 19h pour connaître leur position. Quelle est cette manœuvre? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On veut nous déstabiliser? Est-ce que M. Lain et M. Rofas sont de connivence? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes au-dessus qui leur dictent un petit peu ce qu'il faut faire? Nous, simples citoyens, comme vous, qui avons les compétences, qui voulons prendre les choses en main. Pas pour nous, pour notre commune, pour nos enfants, pour nos anciens. On essaie de nous déstabiliser. C'est déjà la première épreuve. Vous voyez qu'on la surmonte. Si demain, on est à la municipalité, vous pouvez voir qu'on surmontera les épreuves à venir également. Pourquoi on se maintient? Parce que nous sommes la meilleure alternative au FN. Parce que le vote contestataire, parce que dans le 37% des votants pour le FN, il y a une partie bien sûr de convaincus, et il y a aussi une bonne partie de contestataires qui en a marre, comme nous, de ces agissements. Et je vous dis même une petite chose, c'est que beaucoup de gens qui ont voté pour nous ont dit si on ne vote pas pour vous, on vote pour le FN. Et c'est malheureusement une réalité. Alors on me parle du danger du FN.
Ok. Des racistes, il y en a dans toutes les listes. Il y en a dans la liste de M. Rofast, dans la liste de droite. Je suis du terrain. Je connais très bien les Lucois et Lucoises. Je sais qui est qui. Sur ce que j'ai pu entendre lors de cette campagne, qui dans l'ensemble s'est déroulée cordialement, les attaques verbales que j'ai pu subir indirectement, alors j'ai parlé de façon triviale, comme on pourrait parler dans la rue. Ne votez pas pour lui, il va aider que les Arabes. Ça vient de qui à votre avis? Du FN? Non. Parce qu'il continue. Votez pour M. Lain. Alors arrêtons de diaboliser peut-être un certain parti et regardons-nous dans la glace. Disons-nous la vérité, parce que c'est seulement avec la vérité que les choses sortiront qu'on pourra avancer. C'est une réalité. Pourquoi une petite anecdote? Dans l'ancienne équipe de M. Rofast, on le savait, hein, certains sont racistes, on le sait, mais c'est comme ça. Il y en a un qui exhibe fièrement sa carte du FN actuellement. Alors je préfère des personnes qui savent qu'ils le sont, qui l'assument, plutôt que des hypocrites, qui ne votent pas FN au premier tour seulement pour leur intérêt personnel. Alors le danger du FN, c'est pas moi qui mets les bulletins, les 37% dans l'urne. C'est pas moi qui les fais. C'est pas nouveau, hein, au Luc. C'est depuis quelques années qu'il y a un vote contestataire. Aux dernières cantonales, qu'est-ce qui s'est passé aux dernières cantonales? Il y a eu plus de 50% de la population qui ont voté pour le FN. Nous n'y étions pas. J'y étais pas. Là pour justement pousser le FN. Chacun doit prendre ses responsabilités. Dimanche encore, chacun sera seul dans l'isoloir. On ne lui mettra pas le couteau sous la gorge. Donc comparons à une ville de Villeurbanne qui a à peu près la même strate démographique que nous. Quand c'est les élections nationales, qu'est-ce qui se passe? Ils ont le même score, le FN, au lieu qu'il y a Villeurbanne, quand c'est national. Vous avez vu que quand c'est municipal, quand c'est local, il n'y a qu'au Luc que ça explose, encore. Alors que M. Pelletti est passé à plus de 50%. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un maire qui s'active pour sa ville, qui vit sa ville. C'est là la différence. On ne se pose pas les bonnes questions, je pense, au Luc. Si le Luc est dans cet état-là, c'est qu'il y a des raisons, des clans de notables locaux qui s'accaparent la ville pour leur intérêt personnel. Elle est là la vérité. Mais qui c'est qui va oser le dire? Personne ne le dit. Moi j'ose le faire, parce que j'aime ma ville. Quand le maire, ce dimanche, est parti en disant « De toute façon, j'aime pas le Luc et les Lucois, je me barre ». Et il ose me téléphoner une heure après pour me dire « Est-ce qu'on peut fusionner les listes ?» Je lui dis « Moi j'aime ma ville, je suis né ici, j'ai mes enfants ici, je resterai ici, j'ai ma famille, ma femme ici, j'ai mes amis. Et moi je ne me barre pas. Donc tu me rappelleras plus tard. » Alors on parle de la liste de droite. Il faut savoir qu'ils n'ont pas l'investiture de l'UMP, c'est pas pour rien. Quand on trahit son parti, on peut trahir autre chose. Ensuite, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'encartés UMP dans cette liste. Et vous voyez bien que la ligne, la frontière entre l'UMP et le FN est infime en ce moment. Pour preuve, ces alliances qu'il peut y avoir entre l'UMP et le Front National dans certaines villes. Donc arrêtons de nous bassiner, barrage au Front National à tout prix. C'est surtout ceux qui nous disent ça, c'est surtout pour conserver leurs privilèges. Moi je préfère terminer après sur du positif, parce que je peux continuer, et ça je le ferai. Si nous sommes là avant tout, c'est parce que nous avons un projet. Avant tout on a un projet, on a des compétences. Dans l'équipe, il y a quoi? Il y a des ingénieurs, il y a des anciens officiers, sous-officiers, il y a des enseignants, il y a des chefs d'entreprise, il y a des employés. Nous ne sommes pas des fous furieux, nous sommes des gens responsables. On le sait, on nous pointe du doigt en disant que nous sommes irresponsables. Non, c'est réfléchi. C'est un positionnement courageux. Et rien d'autre. Et je terminerai
parce que j'ai entendu aussi autre chose, indirectement. Au centre commercial de notre ville, deux mamans, habitant les Capucines, discutent entre elles et se disent on va quand même pas voter pour M. Tourchi. Certes, il a la meilleure liste, il a la meilleure liste, le meilleur programme, mais on va quand même pas voter pour lui. Ça, c'est une réalité. Il aurait fallu que je m'appelle Alain pour que les choses aillent mieux. Parlons vrai, c'est comme ça qu'on avancera. Alors moi, je suis de tout temps lucquois. Je ne suis pas dupe des freins qui empêchent notre ville d'avancer. Je sais que mon prénom, les origines de mes parents, pas les miennes, parce que moi je suis né ici. Pour ceux qui ont oublié. Je n'ai pas choisi comment naître, où, quand, comment. Je n'ai pas choisi. Et par contre, je ne renie pas mes origines de mes parents. Au contraire, j'en suis fier. Je ne suis pas opportuniste, comme certains veulent le faire croire. Il y en a certains qui m'attaquent justement sur des affaires personnelles. Ça, c'est des moralistes. Moi, je vous dis une chose par rapport à ce qui s'était passé. Parce que là, j'ai la parole. J'avais dit à M. Morel que je ne voulais pas me représenter, pas repartir. C'est tout. C'est tout. J'ai juste dit ça. Ça ne lui a pas plu. Il m'accorde beaucoup d'importance. Merci. Là, actuellement, dans l'ancienne municipalité, il y a une personne qui a fait la même démarche, qui s'est résistée, et qui a fait même pire que moi. Elle s'est engagée avec une autre liste. Elle a fait même pire que moi. Elle a dit publiquement qu'elle se retirait de cette équipe-là, qu'elle désavouait. Elle n'a rien fait de plus que moi. Par contre, ça n'a pas fait de vagues. Moi, quand je l'ai fait, ça a fait des vagues. Pourquoi ? Et si je suis parti, c'est parce qu'il y avait un désaveu au niveau de la politique et également un désaveu des affaires. C'est tout. Après, c'est facile, quand on est maire en place, et quand on a ces groupes de pression, de cracher sur un homme. C'est très facile. Pourquoi m'attaquent-ils pas sur ce que j'ai fait? Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Alors, je vais terminer en disant que si c'est que ça qui gêne certaines personnes pour voter pour cette liste, des femmes, des hommes très compétents, qui sont investis, qui n'ont pas d'autre intérêt que le vôtre, que le nôtre. Si c'est que ça, je suis prêt, je vous le dis, et je leur ai dit, je suis prêt à me retirer. Parce que mes enfants vivent ici. Je suis prêt à me retirer de cette liste si c'est que ça qui les gêne, pour que cette équipe puisse apporter ce qu'il faut à notre commune, parce que c'est l'équipe la plus compétente, la plus méritante sur le terrain. Donc s'il n'y a que ça, je le fais tout de suite, parce que j'en ai marre de voir cette ville dans cet état, sans aucune perspective. Donc voilà ma position. Et pour terminer, puisqu'on on a toujours parlé boulot, on a toujours parlé programme, je vais laisser la parole de fin à Céline, qui va vous parler un petit peu du programme. Et là, on va rentrer dans les compétences, parce qu'on a commencé comme ça, et j'aimerais bien terminer comme ça, parce que quand on est rationnel, on termine avec, si quelqu'un n'est pas du Luc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder le programme, il va regarder l'équipe. Attends, excuse-moi Céline, je termine. Il y a des choses qui ne sont pas préparées. Tu peux rester à côté de moi, hein. Tu peux, je t'en prie. Vous allez voir les rationalités. Il y a des personnes d'origine maghrébine qui ont voté FN. Et oui, on n'est plus dans le rationnel, c'est comme ça. Il y a des personnes racistes qui s'offusquent que je ne fasse pas barrage au FN. On n'est plus dans le rationnel, là. Alors arrêtons avec ces lignes. Les lignes ont bougé, il n'y a rien de rationnel. Ce qui est rationnel, c'est de regarder le programme, regarder la liste, les compétences, et c'est ça qui est rationnel. Il n'y a que ça de vrai. Il faut s'attacher à ça et rester que sur cette impression, et c'est pas qu'une impression, que sur cette réalité.
Et c'est ça le plus important. Merci. Bonsoir. Alors moi je suis ravie que Ali nous ait épargné sur tous ces calculs et manigances politiques. Mais somme toute, en travaillant sur le diagnostic de notre ville et des grands projets sur lesquels j'imaginais pour notre ville, j'ai été confrontée à beaucoup de difficultés, notamment de transparence vis-à-vis de la ville, quand il s'agissait des travaux de rénovation pour le centre-ville. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis allée au service de la SAGEP pour comprendre ce qu'il y avait dans les chiffres de cette convention de concession. Il y a un bilan qui représente 18 millions, environ un peu moins de 18 millions au total, dont 12 millions à la charge de la ville. Donc c'est beaucoup d'argent. Moi j'ai été aménageur de zone urbaine, donc je connais très bien ce métier, je sais lire un bilan prévisionnel. Et donc rien ne m'a choqué, a priori. D'ailleurs j'ai dit à Ali, je comprends pas, pourquoi tu t'offusques contre la SAGEP? Normalement la SAGEP, c'est bien, c'est un bon outil. Enfin, je crois que vous ne savez pas ce que c'est que la SAGEP, je vais vous l'expliquer en 2 mots. La SAGEP, c'est une société publique locale. Une société publique locale comme la SAGEP, elle est associée avec la ville du Luc, de la Seine-sur-Mer, de la Garde et de Cuers, pour prêter ses compétences au service de nos villes. Donc normalement, elle nous prête ses compétences et tout devrait aller parfaitement. Sauf que quand je suis allée au service de la ville pour avoir des détails sur des chiffres, des grosses enveloppes budgétaires qui normalement ne sont pas forcément choquantes, mais qui, quand c'est intéressant d'en connaître le détail, de savoir ce qu'il y a derrière, par exemple une enveloppe de travaux, quelles sont les surfaces à construire, quelles sont les surfaces à rénover. Et bien là, on m'a demandé, monsieur le directeur général des services, m'a demandé un courrier. Alors j'ai rédigé un courrier pour obtenir le détail de ces chiffres. Et puis ensuite, je suis allée régulièrement, tous les 2 jours, 3 jours, au service de la SAGEP. Et à chaque fois, on me disait, j'ai pas de réponse, je peux pas vous apporter les documents. Voilà. Et puis après, quelques jours suivants, nous faisions campagne au marché du Luc, un vendredi matin, ce 23 mars, et je croise Monsieur Lin. Et Monsieur Lin me dit, je ne comprends pas, comment se fait-il que Monsieur Torchy dénonce comme ça la SAGEP, quand même, c'est un bon outil de travail, je ne comprends pas. Et moi je lui dis, écoutez, c'est pas contre la SAGEP, c'est contre le bilan qu'on connaît, enfin je ne lui explique pas comme ça, mais j'essaye de lui expliquer que Ali ne dit pas non à la SAGEP, dit non au budget de 12 millions d'euros qui est engagé, dont on n'a pas de recul et on n'a pas la connaissance du dossier parce que ça nous est caché. Et là, monsieur Lin m'explique que de toute façon, il ne pourrait pas renégocier cette convention puisque de toute façon, ce sont ses amis qui sont à la direction de cette société et qu'il ne renégocierait pas cette convention. Donc ça veut dire que monsieur Lin, s'il n'a pas de programme, la raison elle est très simple, c'est qu'il a déjà bloqué 12 millions. On ne sait pas dans quoi précisément, mais vous êtes en droit de le réclamer, parce que c'est votre droit d'électeur, parce que c'est quand même vos impôts locaux, c'est la taxe foncière, les impôts sur le revenu, toutes ces choses-là, c'est vous qui le payez. Donc vous êtes en droit de demander le détail, tout comme je l'ai fait. Je vous souhaite bon courage si vous essayez de le faire. Là où j'étais très surprise, alors je ne veux pas cracher sur le FN parce que je n'aime pas trop ça, mais en attendant, c'est que le FN ne parle pas du tout de cette convention, donc je pense que ça lui a échappé. Je ne comprends pas pourquoi ils n'en parlent pas du tout, parce que honnêtement, c'est scandaleux. Voilà. Donc je vais arrêter là. Je vais arrêter là pour mes mésaventures. Il y en a bien d'autres, mais celles-ci, elles sont quand même très conséquentes. Et je vous avais parlé la semaine dernière des grands projets sur lesquels j'avais travaillé, notamment la renaissance de notre centre-ville. Et je vous avais fait part de mon diagnostic qui était de dire qu'il fallait évidemment lutter contre l'insalubrité car il est inacceptable, inconcevable que des familles aujourd'hui au XXIe siècle et au Luc vivent dans des logements insalubres. C'est pas admissible, enfin, je ne comprends pas que ça puisse être encore possible. Donc, si on devait reprendre quelque chose dans la convention de la SAGEP, c'est bien la lutte contre l'insalubrité. C'est un devoir citoyen que de lutter contre l'insalubrité et veiller à ce que les familles vivent dignement.
Autre chose, dans les projets de nos concurrents, on vous parle de redynamisation du centre-ville, redynamisation commerciale. Évidemment, on va créer d'autres commerces, comme le dit le Front National, où on va commercialiser, on va réhabiliter 18 commerces et les revendre. Mais on va les revendre à qui, tous ces commerces qui ont les pieds dans l'eau tous les 4 ans? Vous m'expliquez? Parce que vous mettriez vos économies, vous, dans des fonds de commerce au centre-ville du Luc aujourd'hui, sachant qu'il est inondé très régulièrement. Donc il faut qu'on se fasse un cheval de bataille dans le centre-ville pour lutter contre les inondations. Et ainsi, nous pourrons redonner vie à la vie économique de notre centre-ville. Alors évidemment, on va faire un travail sur la protection contre les crues centenaires. C'est pas forcément très compliqué à mettre en œuvre. D'autres villes l'ont fait, il y a Besançon, Le Cannet, Mandelieu, beaucoup de villes l'ont fait. Ça ne demande pas forcément beaucoup de moyens. Il y a juste qu'il faut travailler sérieusement pour que ce soit fait. Parfois, c'est juste dévoyer la crue centenaire, créer un petit canal qui, quand la crue monte un peu trop, on dévoie les eaux pour qu'ils n'arrivent pas au centre de la ville, ou qu'ils n'arrivent pas dans les quartiers où chaque année ils sont bloqués, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Donc la lutte contre les inondations, c'est une de nos priorités, car nous ne saurons pas redonner vie au centre-ville du Luc si on n'assainit pas cette ville. Voilà. Donc une fois que nous aurons protégé le Luc contre les crues centenaires et les pluies exceptionnelles, à ce moment-là, on pourra envisager de poursuivre avec ou sans la SAGEP, la SAGEP étant normalement un bon outil quand il est bien guidé. Donc, avec eux, redynamiser le centre, les commerces, recréer de l'animation et engager une politique de la ville digne de ce nom. Voilà. Et ensuite, le diagnostic était étendu en se disant que vous avez pu constater qu'il y a une désertification du centre-ville aussi au profit, on va dire, de la périphérie, comme c'est le cas dans des milliers de villes en France, c'est-à-dire que quand on n'est plus dans le centre-ville, eh bien on crée de nouveaux centres-villes en périphérie. Donc un Leclerc par-ci et un centre commercial par-là. Mais ce n'est rien d'autre que d'autres centres-villes, parce que vous avez des rues marchandes couvertes, alors que nous, dans notre centre-ville, nous avons déjà des rues avec 220 commerces. 220 commerces, c'est beaucoup. Le centre commercial de la Garde compte que 135 enseignes. Donc, si nous travaillons tous ensemble et bien correctement avec toute la volonté qu'il faut, une fois que notre centre-ville est assaini, notre centre-ville peut redevenir aussi attractif qu'un site comme le centre commercial de la Garde, par exemple. Voilà. Ensuite, pour donner vie à un centre-ville, il faut lui créer des locomotives. Alors, des locomotives, dans un centre-ville, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Ce que nous avons entendu pendant la campagne, quand on est frappé à toutes les portes, c'est on n'a plus de boucherie, on n'a plus de poissonnerie, on n'a plus de fromagerie. Donc ça veut dire que tous les métiers de bouche ont disparu de votre centre-ville. Et ils ont disparu de votre centre-ville parce qu'en fait les outils commerciaux aujourd'hui ne permettent plus de fédérer en fait de nouveaux commerces. Et évidemment, ces commerces-là ont été cannibalisés par les centres commerciaux. Donc pour notre centre-ville, nous avons l'ambition, dès que cela sera possible, et il y a des outils pour pouvoir le faire, de créer un marché couvert. Un marché couvert permanent qui pourra servir à la fois pour les métiers de bouche qui sont indispensables à notre commune pour le redynamiser, et aussi pourra servir de marché artisanal à d'autres périodes de la journée. Voilà. Nous avons un autre projet, je vous en avais parlé la semaine dernière, qui est je vais vous dire l'emplacement maintenant, de démolir ce que vous appelez le Wapiti pour créer un vrai centre commercial, donc cet endroit-là, un vrai centre culturel, et de loisirs, où on pourra trouver cinéma, on pourra trouver salle de conférence, on pourra trouver des salles d'exposition temporaires, des salles d'exposition permanentes, bowling et tout équipement de loisirs. Nous ferons ça en concertation avec le public. C'est quelque chose que j'ai pratiqué dans beaucoup de communes et ça fonctionne bien. En général, vous êtes moteur, vous avez beaucoup d'idées qui pourront nous servir pour construire le programme. Et ce sera très important d'avoir votre opinion et votre avis à ce moment-là. Alors, ce projet-là, il est évident que la commune n'a pas pour le financer. Donc, il sera fait dans le cadre d'un appel à projet
investisseurs, réalisateurs, exploitants, privés. Mais nous ne souhaitons pas voir le site disparaître pour autant, donc il sera fait sous la forme d'un bail à longue durée. Voilà, ce qui permettra de créer quelque chose de moteur dans notre ville, qui redonnera une essence d'animation et qui permettra, une fois notre centre-ville assaini et protégé des inondations, avec des commerces qui pourront prendre vie, à ce moment-là, nous aurons un vrai centre-ville bien complet. Autre projet qui tient à cœur les familles, et puis d'autant plus que moi aussi je suis maman, c'est qu'aujourd'hui on est en train de nous expliquer dans les autres écoles qu'on n'a pas besoin d'un troisième groupe scolaire. Alors, on n'a pas besoin d'un troisième groupe scolaire, sauf qu'aujourd'hui toutes les écoles sont saturées. Qu'à René Char, il y a déjà 3 Algeco, et qu'on attend encore 60 enfants pour la rentrée 2014. Jean Moulin, on attend encore 30 enfants. Sur Jean Jaurès, je n'ai pas les chiffres précis. Donc il y arrive un moment où là, je compte 5 classes. 5 classes sur un groupe scolaire, c'est déjà beaucoup. Sans compter que Jean Jaurès aura besoin d'être remis aux normes. Comment les autres équipes vont faire? Elles laissent les enfants en place pour mettre aux normes une école? Je ne sais pas comment ils vont pratiquer. Alors nous avons fait un audit auprès des professionnels. Ce que nous savons maintenant, c'est qu'un groupe scolaire ne doit pas dépasser 15 classes, 5 classes maternelles et 10 classes élémentaires. Pourquoi? Parce que c'est la taille de René Char, par exemple. C'est la taille de René Char et nos enfants ont leur pleine efficience dans ce cadre-là. Au-delà de 15 classes, on appelle ça une usine scolaire. Mais on n'est pas au centre de Paris, on peut peut-être travailler un peu autrement pour nos enfants. Donc on n'a pas besoin d'usine scolaire pour l'éducation, mais plutôt d'un troisième groupe scolaire qu'il faut investir dès à présent. Alors on n'est pas obligé de le construire en une seule phase. On peut construire simplement les 6 classes dont on a besoin maintenant, voire les 10 classes dont on aurait vraiment besoin pour pouvoir restaurer Jean Jaurès. Et on peut démarrer immédiatement, c'est-à-dire pour la rentrée 2016, on pourrait avoir une partie de ce groupe scolaire. Alors l'intelligence voudrait qu'avec le Canet des morts, nous travaillons ensemble. Pourquoi? Parce que leur groupe scolaire est déjà à saturation. Donc, étant donné qu'au Canet des morts, il y a aussi des constructions en cours, étant donné qu'eux aussi, ils voient leur démographie grandir, c'est évident qu'ils vont être saturés sur le plan scolaire. Donc, si nous pouvions construire avec le Canet des morts une carte scolaire cohérente, on pourrait aussi en partager l'investissement. Voilà pour ce qui concerne l'école. Et le troisième grand projet que nous pouvons mettre en œuvre, dont tout le monde parle, et je pense que ça peut devenir une réalité, il faut juste que nous sachions et que nous ayons rapidement le résultat des sondages, c'est le château de Pioul. Le château de Pioul qui a été donc une station thermale pendant son âge d'or. Eh bien, peut-être que l'âge d'or est revenu, puisque c'est vrai que l'eau souffrait de pollution, et il semblerait que maintenant, l'eau soit redevenue ce qu'elle a été par son passé. Donc dès que les sondages justifient, prouvent que les eaux sont redevenues de la qualité qu'elles étaient dans le passé, il est évident que toutes les sociétés d'exploitation touristique et thermale seront sollicitées et évidemment voudront exploiter ce site. Donc nous lancerons, dès que nous aurons la certitude de la qualité de l'eau, les appels à projets qui permettront de redonner vie au terme de Pioul. Alors là aussi, nous ne voulons pas voir le patrimoine partir. De toute façon, ça n'intéresse pas forcément les sociétés d'exploitation d'être propriétaires des sites. Donc, nous l'envisageons sous bail amphithéotique, avec un appel à projet investisseurs, exploitants. Voilà. Et plus largement, alors j'ai commencé à travailler sur ce que Ali m'a demandé aussi, c'est-à-dire le développement économique de la ville. J'ai eu l'avantage de travailler pour un très grand groupe métropolitain et d'outre-mer, qui travaillait très souvent avec des sociétés d'investissement, souvent cotées d'ailleurs, et en partenariat avec la Caisse des dépôts. Et pour le développement économique de nos zones d'activité, il faut savoir que parfois, pour attirer une entreprise, une industrie, une plateforme logistique ou toutes ces choses-là,
Ces entreprises-là n'ont pas vocation à être propriétaires de leur immobilier. Et souvent, elles ne s'implantent pas à un instant T dont elles ont besoin techniquement pour s'implanter, parce qu'elles ont besoin d'outils de travail. Donc, il existe des partenariats possibles avec la Caisse des dépôts, avec les collectivités territoriales, avec les sociétés d'investissement, pour pouvoir permettre à ces sociétés de s'implanter. En général, ça se fait avec des contrats de location avec option d'achat, un peu comme du leasing immobilier. Et ça fonctionne dans beaucoup de villes, ça fonctionne en Normandie, ça fonctionne aux Antilles, ça fonctionne un peu dans toutes les villes qui avaient besoin de voir redorer leur développement économique, de leur zone d'activité, de leur zone artisanale et de leur zone industrielle. Il y a possibilité au centre Var, et pire encore, mieux encore, centre PACA, de développer ce type d'activité. Voilà, donc ça fait partie des choses qui font partie de mes compétences, parce que Ali, en effet, m'a pas recruté pour compléter sa liste, il m'a recruté pour mes compétences. J'ai commencé ma carrière professionnelle en janvier 1996, et j'ai eu la très grande chance de travailler sur toutes les villes de France, les petites, les moyennes, les grandes, et je connais les modèles économiques de l'ensemble des investissements et des objets structurants de centre-ville. Et c'est pour cette raison-là qu'Ali m'a recruté, je dirais. Voilà. Et je veux remercier Ali vraiment parce que c'est très très rare, je pense que vous n'avez jamais vu ça, que quelqu'un d'une équipe soit autant impliqué et mis en avant lors de meetings. En général, vous avez le leader qui parle. Et les autres, ils font bonne figure. Merci de nous avoir écoutés. Merci Céline, toujours aussi brillante. Alors vous m'avez vu m'activer avec mon portable, c'est pas pour pareil respect. J'essaie d'avoir des informations par rapport à la décision de M. Rofast. Mais pour l'instant il n'y a rien. Ça vous étonne? Donc je pensais qu'il allait sortir un petit peu avec les honneurs, il n'a même pas réussi sa sortie, ce qui est dommage. Je remercie une grande partie de ces colistiers qui nous soutiennent, qui sont contre. Dommage qu'ils n'aient pas franchi le cap d'afficher haut et fort leurs convictions. Alors, en Combune-sur-Argent, il y a des colistiers qui ont manifesté avec des banderoles en disant « Ne votez pas pour nous ». C'est la réalité, en Combune. Quand on est contre, à un moment donné, il faut avoir le courage de faire ce qu'il faut pour faire connaître ses positions. Alors nous sommes en dehors de ces clivages politiques. On ne va pas entrer là-dedans. Depuis le début, on restera comme ça. Demain, si nous sommes dans l'opposition, on y sera. On ne fera pas comme l'ancienne équipe de Morel. Quand ils ont su qu'ils ne repartaient pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démissionné. On n'est pas là pour un parti politique ou un homme. On reste jusqu'au bout dans ses engagements. Et ça, c'est très important. Alors ne soyons pas défaitistes, il y a encore une chance. Croyez-moi, il y a 39% des voix qui ne sont pas allées au FN ou à droite, qui sont exprimées. Il y en a d'autres qui vont voter. Parce que quand on dit que derrière moi, il y a toute une communauté, c'est totalement faux. Il y a plein de jeunes dans les quartiers qui n'ont pas voté. Donc arrêtons de dire qu'il y a un vote communautaire, c'est totalement faux. Il y en a qui vont voter à droite, d'autres à gauche. Les FN, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'extrême gauche. Voilà, donc il y a de tout, partout. Donc pour terminer, déplacez-vous, faites déplacer. Ayons, encore une fois, la force de nos convictions, le courage de les exprimer et votez la liste, le LUC, la Renaissance. Alors peut-être en direct on aura la réponse.
Apparemment la réponse d'un colistier de M. Ronfast, il se retire, enfin. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dimanche, résistons. Je t'avais juste pas une petite anecdote, M. Bernardi, il a de l'humour. Il m'avait traité d'Astérix suite au dessin. Donc il a de l'humour. Justement, nous sommes les irréductibles lucois et on lutte contre les manœuvres politiques et contre les affairistes. Ne partez pas comme ça, il y a encore un peu de rosé qui reste, la verre de l'amitié, alors on ne l'avait pas dit, voilà. Vous êtes restés ici un peu. Bonne femme, mon ami, très bien.